Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut jouer. C'est là où on peut jouer. Et il va, et il passe, et ça touche, et il s'accroche, et victoire. Merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co pour un épisode consacré au Grand Prix de Miami, le 6e Grand Prix de cette saison. Et qu'avons-nous pu voir dans ce Grand Prix de Miami? On a pu voir une première victoire pour notre ami Lando Norris, on a pu voir aussi Magnussen, champion des pénalités, on a pu voir Alpine toujours au fond du seau qui alimente son moteur avec un mélange d'espérance et de résignation. Ah non, on m'annonce que l'écurie Alpine a marqué un point ce week-end et ça c'est beau. Et on va discuter aussi de plein d'autres choses, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il y avait une course sprint encore ce week-end. Et autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On retrouve notamment Lance Niol. Comment ça va toujours dans un match de Ligue des Champions, si j'ai bien compris. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui. Comme je dis si bien, vous êtes mon aide psychologique pour les matchs de Paris. Bon, la dernière fois, c'était 3-2 pour Barcelone. Là, on a toujours 0-0. Donc, on espère que ça va se découpiller. Enfin, ça va se débrider. Oui. Mais bon. Voilà. Écoute, on te le souhaite. Merci de m'accompagner dans ce moment. On te le souhaite en tout cas, d'ailleurs, à tous les gens qui certains mardi soir, qui tombent après les Grands Prix le week-end. Si vous avez besoin d'aide psychologique, vous voulez participer à une émission, n'hésitez pas à nous contacter. Si on peut au moins servir à ça, ça nous fera plaisir. Avec nous, troisième larron de l'émission, c'est Takuma Sado. J'ai cru comprendre que tu revenais d'un stage de catch, si j'ai bien compris, c'est ça ? Simplement 2, et ceux qui étaient sur place doivent me maudire puisque ça a été chanté à peu près 87 fois à la minute. Mais c'était très bien, tout à fait, tu es très bien informé. Et après, c'est moi qu'on traite de complotiste avec mes infos, mais tu es bien plus informé qu'il n'y paraît. Donc. Les réseaux de Radio Merguez & Co sont puissants et bien sûr, évidemment, impénétrables. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver pour parler de ce Grand Prix de Miami qui on peut dire, nous a un petit peu surpris. On a notamment, je l'ai pas indiqué dans les highlights du début de la présentation, mais une voiture de sécurité un petit peu étrange, mais on va revenir dessus. Alors je sais pas comment, d'ordinaire on commence toujours par Red Bull parce que c'est eux qui gagnent à chaque fois, je crois, environ globalement à la grosse. Mais cette fois-ci, on a assisté à une victoire de notre ami Lando Norris. Ça faisait longtemps qu'il l'a cherché, il l'avait jamais eu. Et on peut dire que, en tout cas, ce week-end, il a marqué. Et puis, il a été plutôt pas mal, même si sa victoire est un peu, on va dire, elle est aussi quand même liée à cette histoire de la voiture de sécurité. Je vais passer le micro à Takuma. Qu'est-ce que tu as pensé au final, cette victoire? Elle est méritée parce qu'on voyait qu'il est au final, on l'a vu après la voiture de sécurité qu'il avait un meilleur rythme que notre ami Maxou Verstappen. Pour autant, il a été quand même bien aidé des circonstances. Mais bon, comme disait notre ami Pasteur, la chance favorise les esprits préparés. Qu'en penses-tu, toi, Takuma? On en discutait sur notre conversation secrète sur un réseau social secret qui est WhatsApp. Le père Lando a pas mal eu de malchance dans sa carrière au moment où il fallait concrétiser. De malchance et de mauvais choix aussi. Je me rappellerai toujours de Sochi où il est persuadé qu'il peut aller au bout avec ses pneus alors qu'il pleut et au final il se fout au tas tout seul et il perd tout par un petit péché, je sais pas, d'arrogance ou quoi au caisse. Là, c'est tombé en sa faveur. Alors après, il avait du rythme sur la course en entier. Il a eu beaucoup de fois le meilleur tour. Il était bien. Il était bien. Là, il a profité de la voiture de sécurité qui a été sortie, on ne sait pas pourquoi, devant Verstappen, mais soit.
Il a aussi profité du fait que Verstappen, il a décidé de jouer à détruire le poteau. Bon, parce que ça a aussi un petit peu endommagé sa Red Bull. Non pas qu'elle était flinguée, mais il y avait des petits dégâts sur le fond plat. Donc ça a aussi, à mon avis, empêché Verstappen d'au moins pouvoir suivre le rythme de Norris. Après, il a été parfait sur la course. Il a très très bien géré en termes de conduite. Voilà, il a été très bon et il mérite cette victoire selon moi. Alors certes, il y a des circonstances, mais il a été là au bon moment et il a su en profiter. Dan, est-ce que tu partages cet avis sur ce résultat, en tout cas sur le vainqueur du Grand Prix? Complètement. Après, à savoir que si comme d'habitude c'est circonstanciel ou non pour McLaren, sachant qu'ils avaient ramené énormément d'améliorations sur la voiture. Tout à fait. Les gens s'étaient posé la question, est-ce de bon aloi quand tu as une course sprint au programme, donc avec une seule séance d'essai libre pour tester tout ça? A priori oui, et finalement les McLaren ont eu un bon rythme tout le week-end. Avant de jouer à Destruction Derby avec Caston Cohn, Verstappen était devant, mais il n'a pas creusé un écart monstrueux sur Piastri. Un petit peu plus sur la fin, mais je crois qu'avant la Virtual Safety Car, dû justement à son dégommage de Cohn, il avait 4 secondes, donc il n'y avait pas un écart de malade non plus. Donc les McLaren étaient dans le libre, dans le game. Et donc derrière, oui, ils en ont profité. Ça s'est bien goupillé aussi pour Norris. Oui. Parce que si la safety car, donc la vraie, la deuxième, sort au bon endroit, il est l'un des seuls à ne pas s'être arrêté. S'il s'arrête, il repart dernier. Exactement. Donc finalement, c'est là où des fois tu peux te dire, oui, ok, ça sort un petit peu mieux, il peut faire son arrêt, mais avec le temps passé dans les stands, machin, truc bidule, ça peut jouer à quelques secondes, il peut peut-être quand même repartir un petit peu devant, ou Verstappen juste devant, mais vu que Verstappen n'avait plus trop de rythme, peut-être Norris l'aurait sûrement sauté. Bon voilà, avec des scies, on coupe des forêts entières. Mais yes. Après, il en a profité. Bien lui en a pris. Comme tu l'as très bien dit, il y a tellement de fois où il a pas eu de chance. Les gens le raillaient beaucoup. D'ailleurs, il s'est un petit peu vengé sur les réseaux sociaux. Lando, où ça faisait partie de ce fameux gang de pilotes ayant dépassé la centaine de grands prix et n'ayant jamais gagné. Donc les gens faisaient des vidéos sur lui, les influenceurs Formule 1. Est-ce que c'est un choker? Voilà, c'est limite. Moi, je pourrais rapprocher de Leclerc, qui n'arrive plus depuis un certain temps et un certain nombre de courses maintenant à transformer les essais quand il en a l'occasion. Là, la chance lui a souri. Verstappen était peut-être aussi un petit peu blessé au niveau de sa voiture. Lui-même, en revoyant les images, a dit que le dive bomb de Pérez au départ, au premier virage, lui érafle son diffuseur. Ouais. Moi, je dirais quand même que c'est plutôt son essai de 4x4 sur les vibreurs plus le cône qui ont bien endommagé la voiture. Donc, possiblement. Là, c'est pareil. Là, franchement, c'est pareil. C'est Max qui charge Checo. Oui, s'il l'avait tapé et qu'il l'avait emmené au tas au premier tour, oui, tu peux le charger. Mais là, c'est vraiment pas force. Je pense pas que ça soit à cause de lui s'il réussit pas. Mais en tout cas, tout le monde était content. Et peut-être que si ça avait été un autre pilote qui gagne le Grand Prix, il y aurait peut-être un peu plus d'histoire sur la safety car. Mais là, Lando qui gagne, là, t'avais tout le monde qui applaudissait. Vous voulez pas de polémique. Il y a une omerta sur le fait que quand même c'est une énorme erreur de gestion de course, mais on polémique pas. C'est Hamilton qui gagne ou Leclerc. Je suis pas forcément convaincu que
que ça passe pareil, quoi. D'accord, c'est un truc un peu équivalent, c'est la main de Maradona, c'est pareil, c'est tellement beau qu'au final c'est pas grave si l'arbitre il a fait n'importe quoi. Là on est sur C'est lui qui a gagné. Alors après, si ça avait été à la place de Norris, ça avait été Piastri. Moi, je pense que ça aurait été pareil. Peut-être un Russell aussi, ça serait peut-être passé aussi. Mais les gros pilotes, peut-être un Fernando Alonso qui n'a pas gagné depuis très longtemps. Ça serait voilà, et il aurait fait 15. On aurait dit le vieux briscard, qui saisit l'opportunité. Voilà. Ouais, puis il y a aussi le fait, je pense que Red Bull sait que c'est pas cette course qui va leur faire perdre les titres cette année. Ils ont quand même de l'avance de manière globale, à mon avis, sur le reste du plateau. Et même si le reste du plateau se rapproche, je pense qu'ils ont quand même une marge qui leur permet de se dire, bon, on fait 2 et 4, on devrait s'en sortir, ça va, on devrait bien dormir cette nuit, c'est pas très grave, bravo Lando. Est-ce que Verstappen, il le dit à la fin de la course, en conférence de presse, si vous me dites que rater une course, c'est finir deuxième, bah oui, je veux bien rater des courses tout le temps, quoi. Non, mais sur ça, il a raison. Mais par contre, donc effectivement, on l'a dit, c'était un week-end où il y avait la course sprint. Course sprint, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, par contre, là, c'était comme d'habitude, victoire de Verstappen. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, entre la course sprint et la course du dimanche ? Pour expliquer la différence, franchement, il avait été absolument pas inquiété, notre ami Verstappen, sur le samedi course sprint. Le dimanche, il a moins creusé l'écart. Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu ce grain de sable de la voiture de sécurité, est-ce que le résultat n'aurait-il pas été identique, Lance ? Bah pour moi, il avait une voiture endommagée. On sait aussi que quand il fait un petit peu plus chaud, on commence à supputer que cette Red Bull n'est pas aussi dominante que celle de l'année dernière, que quand il fait un petit peu plus chaud, elle a tendance à un petit peu plus faire surchauffer la surface des gommes, et si tu fais surchauffer la surface et que la carcasse, elle, ne chauffe pas, bah la voiture ne tourne pas. Mais après, il s'en est plein aussi, voiture ne tourne pas, mais je pense que ça, c'était vraiment le fond plat. Il avait beaucoup moins d'appui, et donc ça, c'est sûrement une des raisons. Là, je regardais aussi au niveau des stats, Verstappen a le dernier top speed des voitures engagées. Il est à 322 km/h, alors que en fin de course, Piastri pendant longtemps l'a eu, mais sur les derniers tours, c'est Stroll qui l'a à 356. Donc, c'est-à-dire que même, je pense qu'en fin de course, c'est un écart important quand même. Il était, il y avait un écart, et même tu voyais côté Leclerc, ça gérait aussi. Les écarts n'ont pas forcément trop augmenté. Je sais plus, je crois que ça a fini à peu près à 7 secondes, quelque chose comme ça. C'est ça, 7 secondes 6. Donc, ça gérait, donc il a pas forcé non plus. Ok. Tu t'essayes de partir, mais ta voiture, elle tient pas et tu finis dans le mur. Voilà, t'as 18 points, c'est toujours ça dans l'escarcelle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi d'être champion. Je pense que de lui-même, il sait qu'il va pas regagner autant de courses que l'année dernière. Je pense que ça sera plus disputé cette année, parce que les voitures reviennent à peu près de la Red Bull. Mais voilà, ça reste. Est-ce que ça reste un épiphénomène ? Ça, on le saura dans 15 jours à Imola, où il y a beaucoup d'équipes qui ramènent des améliorations, et peut-être Red Bull aussi. Ok. Après, on a dit que saison après saison, au sein d'une même réglementation, les résultats, les performances finissaient par converger. En tout cas, plus le temps passe, plus les écarts se resserrent et vont se resserrer. Mais pour autant, Red Bull était toujours un petit peu devant. Alors, on a parlé de Lando Norris sur la course du dimanche. Est-ce qu'on ne parlerait pas de notre ami Lando qui a vécu un samedi singulièrement différent pour la course sprint, avec le petit, on va dire, bowling strike sur la course sprint, avec un incident qui implique Stroll, Alonso, Hamilton et notre cher Lando, avec finalement que Lewis Hamilton qui en sort indemne. Est-ce que on passe un petit peu de temps à décortiquer cet incident, allons dans la technique, dans l'expertise, et à cet effet, je contacte Takuma pour nous éclairer avec toute sa science sur cet incident tout au début de cette course sprint. Il va nous expliquer les différentes responsabilités des pilotes. Non, mais on parlait du fait que Lando Norris est un pilote qui avait pas de chance. Là, sur ce coup-là, le prix s'est harponné. Il demande rien à personne. Il était de passage. Et voilà. Et
Et pour moi, ouais, c'est une erreur commune d'Alonso et Hamilton. Alonso, il freine trop tard, il a trop de vitesse. Et Hamilton, pareil à l'intérieur, et ça fait bowling. Là, on est les premiers à taper sur Stroll à raison. Là, sur le coup, là, le pauvre, il y peut rien, pareil. Et Norris, c'est une victime collatérale de tout ça au premier virage. Et c'est le seul qui au final, abandonne au tour 1. Si je dis pas de bêtises. Oui. S'il abandonne après à cause des dégâts. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu voir sur le sprint ce que valait Lando. Donc c'est vrai que c'est ce qui peut aussi surprendre par rapport à la course. Surtout que en qualification, c'était quand même pas non plus exceptionnel McLaren. En sprint, tout à fait. 6 et 9 et Lando par 9. Et Norris, par 5 quand même sur la course. Mais voilà, il est derrière. Voilà, les McLaren sont très clairement la troisième force, sont derrière les Ferrari et les Red Bull. Donc, ça semblait être parti pour peut-être, si Red Bull devait pas gagner, peut-être une Ferrari. Mais au final, en course, Ferrari n'arrive pas à passer ce cap et à maximiser quand il faut pour gagner. Ils sont très bien placés, mais ils n'arrivent pas à avoir ce truc. Et là, McLaren a trouvé le truc en course. Les pneus se dégradaient beaucoup moins, tandis que les Red Bull se plaignaient pas mal des médiums aussi. Ils n'arrivaient pas du tout à les faire fonctionner. Donc c'est aussi ce qui a joué en la faveur de McLaren. Donc les améliorations en course ont l'air d'être bonnes. À voir sur le circuit, le prochain circuit, si jamais il ne pleut pas. Hein. On sait que c'est quand même compliqué dans cette région sur les dernières années, en Émilie-Romagne. Donc on verra bien. Mais ouais, non, sur le sprint, Norris, il n'a pas eu de chance. Il s'est vengé le lendemain. Ok. On parlerait... Pardon, Lance, vas-y. McLaren était quand même pas trop mal, mais Piastri a été pas mal bloqué dans le trafic pendant la sprint, mais il avait quand même un bon rythme aussi, quoi. Donc on ne sait pas finalement s'il n'avait pas été envoyé au tas, ce qu'il aurait pu donner pendant cette sprint. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec une Red Bull en parfait état et sans un fond plat abîmé. Est-ce qu'on a là aussi la même course? Est-ce que Max s'envole pas un petit peu plus, même si lui s'était arrêté et que il y avait quand même un écart qu'il n'aurait pas eu, parce que là, quand on voit les résultats, en 19 tours, Max prend 3 secondes et demie à Leclerc. Yes. Donc déjà, ça n'aurait pas été des écarts monstrueux et quoi qu'il arrive, voilà, on l'a dit. Okay. Norris en a profité et la McLaren était extrêmement performante dimanche. On l'a aussi vu avec Piastri. D'ailleurs, à ce gogol, à un moment, on doit quand même lui dire de ralentir parce que de pas s'envoyer au tas et de provoquer une safety car, histoire de pas remettre Max dans la course, quoi. Parce que le restart après la safety car. Norris, il se viande un petit peu, hein. Je pense avec une bonne Red Bull pas abîmée, il se fait sauter. Donc, après, est-ce qu'il repasse devant au rythme de course, c'est autre chose. Même si pour la faire à Max, on se rend compte qu'il est quand même pas trop mauvais avec un volant entre les mains. Ok. Est-ce qu'on parle de la comparaison Piastri-Norris ou est-ce qu'on continue à dire que Piastri, il a cette année, tout comme Norris évidemment, une très bonne voiture, en tout cas une voiture qui franchit un petit cap encore, mais sur sa deuxième année, Piastri, on a vu ce contact avec Sainz sur la fin du Grand Prix, on voit qu'il fait peut-être plus d'erreurs en comparaison de Norris, même s'il reste très bon. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas, ou est-ce qu'on est sévère, on suranalyse les choses? Non, mais Piastri, je trouve qu'il forme un très très bon, c'est un très très bon pilote. Il l'a montré sur ce début de saison. C'est difficile de lui reprocher quelque chose. Là, sur la course, il se fait sortir par Sainz et ça fait perdre de gros points à McLaren. Si je dis pas de bêtises, il était 4 ou 5. Il devait être 4. Il devait faire 1 et 4. Et du coup, Sainz qui se fait pénaliser après coup, du coup. Pour ça et qui perd du coup lui la 4e place et c'est Perez qui la récupère. Perez était quand même un peu aux fraises. J'en connais un qui va être content mais je veux pas trop spoiler ma chronique. Mais ouais non, Piastri je pense que ça va lui donner encore plus de rage de performer parce que ça se sent c'est un compétiteur né et qui va avoir envie aussi de dire que ok, Norris il en a gagné une et
comme on dit en anglais, fair and square, mais que le Piastri a aussi le talent pour aller et que la prochaine fois que ce sera dans son sens, lui aussi pourra concrétiser ça. Donc ça donnera, je pense, de très belles courses sur cette fin de saison par rapport à ça, parce que à mon avis, il va avoir les dents très très longues. Ok. Ouais, en plus, il est, comme donc tu disais, il est bien 4e avant de se faire sortir par Sainz. Il finit 13e de la course. Il récupère le meilleur tour, ce qui est pas forcément ingénieux parce que c'est Lando qui l'avait juste avant. Donc finalement, ça coûte un point à l'équipe. Alors après, est-ce que un point sera important dans cette bataille avec Ferrari, Mercedes et Aston a l'air quand même un peu décroché pour jouer vraiment, on va dire, les places P2, P3, P4 au championnat. Parce que Red Bull reste quand même au-dessus. Mais il avait clairement du rythme. On a vu la voiture fonctionnait très bien parce que lui derrière, il a enchaîné et il pouvait encore remonter. Alors après, je sais plus forcément combien de temps il finit, mais tu parles de qui? Il est à Piastri, il lui restait quand même, il lui restait du chemin avant d'aller récupérer le petit point raté par Esteban. Impossible. Mais voilà, Ok. il est quand même très très bien remonté. Et après, les voitures qui sont derrière lui, à part peut-être Stroll et encore, on va jeter un poil pudique sur le monsieur, même si c'est mieux qualifié que son coéquipier, que son ancien, que son coéquipier avec de l'expérience. Mais bon, derrière c'était pas folichon. Mais en tout cas, je pense que c'est là. Si la McLaren continue à bien performer, que les améliorations continuent à bien se mettre en place, on pourrait avoir des trucs intéressants. Peut-être pas forcément comme les Alpines au premier tour qui m'ont fait très très peur. Mais sinon, il pourrait y avoir de la bataille et Piastri pour son année sophomore, c'est quand même pas mal. Hein, parce que le monsieur, faut pas oublier qu'il a même pas 30 grands prix. En effet. Ok. Entre les pattes, quoi. Très bien. Alors on va peut-être passer à Red Bull. Alors au-delà des pilotes de Verstappen, de Perez, peut-être un peu comparer, on va les comparer, mais c'était une semaine un peu particulière quand même pour Red Bull, puisque on sait que depuis l'intersaison, depuis le début de saison, il y a des rebondissements, il y en a eu un singulier, peut-être le plus important en fait, depuis ces événements du côté Red Bull, c'est l'annonce du départ d'Adrian Newey à la fin de cette saison 2024, donc ça c'est quand même un peu le gars qui a construit les voitures qui font qu'ils écrasent le championnat depuis quelques saisons, qui a annoncé son départ de Red Bull et on sait pas trop où il va aller. Il a annoncé qu'il allait faire du camping en France pendant pas mal de temps, mais derrière on se dit est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va aller quelque part ailleurs dans une autre écurie de F1. On sait qu'il va travailler un peu sur l'endurance jusqu'à la fin de cette saison, mais sur les saisons après, on ne sait pas. On peut imaginer que c'est quand même quelque chose qui marque l'écurie. Et puis derrière, sur ce Grand Prix, voilà, boum, pas de victoire pour Red Bull. Je sais pas si on peut faire un lien entre les deux. Et puis, je vais vous laisser aussi discuter quand même encore une fois, difficile de juger d'une vraie baisse de performance, en tout cas à comparer aux autres écuries pour les Red Bull. Mais en tout cas, c'est pas avec Sergio Pérez qu'on peut étalonner, puisqu'au final, lui, il est toujours en retrait. On sait jamais trop si c'est lui ou si c'est la voiture. C'est impossible de voir ça avec lui, parce que ce soit en qualification ou en rythme de course, au final, c'est en retrait par rapport à son coéquipier. Qu'est-ce que ça toutes ces infos Red Bull là balancées en vrac, Takuma, qu'est-ce que tu en retiens, toi? Déjà, le secret de Polichinelle du départ de Newey enfin acté, donc au moins ça on peut arrêter. Maintenant, le nouveau dossier, c'est quand est-ce qu'il sera annoncé chez Ferrari, puisqu'apparemment ça semble être la direction de Newey, même si une retraite ne serait pas exclure, parce qu'il faut pas oublier qu'il a plus de 60 berges, hein, et que peut-être il en a aussi plein le dos, pour rester poli, ce qui peut se comprendre. Hein. Il a quand même gagné avec 3 écuries différentes sur 30 ans. C'est pas trop mal, hein, sur un CAV, et il n'a pas gagné que 3 fois. Donc non, une superbe carrière, et si Ferrari arrive à l'avoir, ça montrera quand même que le projet Fred Vasseur est plus que sérieux et que ça veut donner tous les moyens possibles à Charles Leclerc et à Hamilton pour aller chercher les titres, donc c'est bien.
De ce que je lisais, Red Bull va pas faire l'erreur de laisser partir tout le monde et je crois que ça veut prolonger Pierre Vacher, qui est aussi une pièce très importante de l'organigramme Red Bull en termes d'ingénierie. Et si au moins ils arrivent à conserver Vacher, je pense qu'ils seront pas à plaindre parce que c'est vraiment quelqu'un de très très important. Mais d'ailleurs, Voilà. j'ai vu passer, parce que pour moi c'était vraiment Newey qui était directeur technique, mais apparemment c'est Vacher le DT chez Red Bull. Parce que j'ai un peu entendu tout et son contraire avec le départ de Newey, disant que, alors les uns disaient c'est la catastrophe, c'est lui qui fabrique dans son garage avec ses instruments de docteur de Jekyll, c'est Alors. qui fabrique tout avec ça. Moi j'ai dans le. Ou de l'autre côté qui était déjà un petit peu en C'est retrait. l'adjoint. Vacher, c'est le bras droit. Ouais, alors il y a l'organigramme et puis après il y a peut-être une réalité opérationnelle. Moi, de ce que j'ai compris, effectivement, Pierre Vacher c'est le directeur technique, mais il travaille un peu sous la supervision d'Adrian Newey. Et Adrian Newey, je sais pas quel est son poste, ça doit être consultant Red Bull. En fait, il chapeaute le directeur technique en tant que consultant senior victoire en championnat multiple. Mais je pense que c'est Newey qui dirige, mais Vacher, c'est son bras droit et ça m'étonnerait pas que ça fasse 2-3 ans, un peu plus, que Newey prépare Vacher justement au moment où Newey allait partir, parce que Vacher, c'est à la quarantaine. Bon, il va avoir 50 ans en fin d'année. Ce qui reste quand même 12 ou 13 ans de moins que Newey, je crois, parce que Newey était à 63 ou 64 ans, je sais plus. Donc il aura encore quelques belles années devant lui. Et clairement, oui, Vacher, maintenant, il a tout ce qu'il faut pour prendre la tête de tout ça. Ok. Mais voilà, ça va. C'est sûr que c'est un choc parce que ça reste quand même une sacrée perte. Après, de toute façon, tant qu'ils ont Verstappen, ça devrait bien aller. Pour ça, il va falloir attendre aussi parce que je connais un certain Allemand du côté de Mercedes qui, à mon avis, doit l'appeler toutes les 5 minutes en mode bon, t'as accepté l'offre, bon, t'as accepté l'offre, bon, t'as accepté l'offre. Donc bon, on verra bien. Ok. Et Pérez, tu veux dire un mot ou ça sert à rien? S'il n'y a pas l'incident avec Piastri, il est 6e de la course, c'est sa place. C'est terrible, hein, mais c'est sa place. Il est le moins bon du top 3. Et c'est relativement sa place. Donc bon, après, il fait pas d'erreur. C'est juste qu'il n'arrive pas à remonter vraiment. Ce qui me fait penser que cette Red Bull, elle est finalement très proche des Mercedes dominatrices des années milieu 2010, où quand elles sont devant, elles sont injouables, mais quand elles sont dans le paquet, c'est plus difficile. Donc ouais, on verra bien pour Pérez, mais je pense si jamais Verstappen venait à partir, je pense pas que ce sera lui qui prendra le numéro 1. Ok. Alors on va passer le micro à notre ami Lance qui je pense a besoin de soutien psychologique, qui peut-être besoin de parler d'autre chose que certaines choses avec des étoiles. Toi Lance, Red Bull, ta vision Red Bull là aujourd'hui, effectivement tu l'as dit, cette deuxième place de Verstappen, elle a rien de préjudiciable, elle est pas. Mais il y a eu des événements justement, alors plus qu'en coulisses, au niveau technique chez eux, d'évolution. Voilà, que retenir de ce week-end? C'est quoi ta vision Red Bull sur le court moyen terme? Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la voiture, quoi qu'il arrive. Là, ils ont rendu officiel, parce que comme le disait Takuma, c'était un secret de polichinelle que New West s'en allait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va plus forcément beaucoup développer sur la voiture. Il est encore le long du pit, mais voilà, c'est toujours bon d'avoir son expérience, même sur la stratégie, sur les réglages. Ne pas oublier non plus qu'on atteint la fin de l'ère des voitures où le fond plat est prépondérant. Est-ce qu'on retournera sur quelque chose d'un peu plus motoriste à partir de 2026? Et dans ce cas-là, même si c'est toujours intéressant d'avoir une voiture qui est bonne aérodynamiquement parlant, c'est peut-être moins prépondérant quand le moteur est là. Donc, il y a là ça aussi qui fait qu'il le laisse partir plus ou moins facilement. Bon, après, les salaires ne rentrent pas forcément dans le budget de Cap,
Mais quelque chose me dit qu'il touchait pas 3 € non plus, donc. Ouais. Donc voilà. Bon après, bien sûr, c'est une perte, et c'est vrai que ça commence à faire rêver de l'autre côté des Alpes à avoir un Fred Vasseur qui a quand même largement bien redressé l'équipe, ou en tout du moins qui l'a bien remise à l'endroit, qui a remis de la rigueur où on mettait même avec des clowns tous les week-ends pour sponsoriser. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Et donc derrière, là, tu récupères Hamilton, tu gardes Leclerc, et si tu fais venir Adrian Newey, j'ai envie de dire, les tifosi ont raison de se réjouir, quoi. Ouais, et puis question moteur, on est pas mal du côté Ferrari. Wembley, mais c'est road to the title, donc. Ouais, et puis on peut aussi dire effectivement avec ces évolutions réglementaires où effectivement le moteur peut reprendre de l'importance, on sait quand même que du côté Red Bull, c'est eux qui vont faire leur propre moteur, et ça c'est pas non plus quelque chose que en théorie on improvise en quelques mois comme ça. Après ils ont Honda, il me semble que Honda bosse avec eux depuis je crois 2 ans pour justement leur permettre d'avoir la meilleure plateforme possible pour que Red Bull Powertrain soit des plus solides. Donc bon. Ok. Pour ça, on est du kiff bourricot. Ok, très bien. On a commencé à parler de Ferrari, de l'influence effectivement de la confirmation du fait que Fred Vasseur a une influence positive, en tout cas sur le sérieux et la régularité des performances, même au niveau points de ce que fait Ferrari. On les a pas trop vus, mais en même temps ils sont là, ils sont bien placés. Carlos Sainz, on a vu qu'il était très en forme sur ce début de saison. Son coéquipier, on va dire, a été un peu plus performant ce week-end que lui. Notre ami Charles Leclerc, que pensait tout week-end Ferrari? Solide, mais effectivement moins d'étincelles que nos amis de McLaren. Takuma, est-ce que ça te donne quand même envie d'avoir une Ferrari pour tes 40 ans? Ça ferait toujours plaisir. Après, vous avez 10 ans pour cotiser pour que je l'ai pour mes 40 ans. Donc ça va, Non, mais c'est pour ça que j'en parle suffisamment tôt pour qu'on commence à... Parce que bon, ça coûte un peu quand même. Mais sinon, pour moi, c'est un week-end Mercedes de la part de Ferrari, à savoir que je pense qu'ils sont au courant qu'ils ont une très bonne voiture, mais qu'ils n'ont pas encore, comme je disais précédemment, le petit truc pour vraiment se battre pour les victoires. Donc du coup, plutôt que de tenter des trucs qui foirent, c'est très pragmatique. On a le rythme pour faire 2 et 4, on fera 2 et 5, puisque Carlos Sainz n'est pas là, mais on fait 2 et 4, et on est, enfin là ils font 3, pardon. Mais du coup ils sont dans ces positions, puisque Lando Norris c'est un peu c'est exceptionnel, mais ils sont dans les positions qui doivent être, et ils maximisent le plus ce qu'ils peuvent faire. Les arrêts au stand ils sont nickel, ils font 1 seconde 9 à un moment sur un arrêt. Yes. Faut y aller 1 seconde 9 sur 4 pneus, surtout avec les réglementations qu'ils ont fait pour justement que ça prenne moins de temps parce que vous avez peur des accidents, etc. Donc 1 seconde 9 pour changer 4 pneus, on sait que chez Ferrari parfois ça pouvait être un peu plus. Donc là franchement ils sont en train de construire sereinement une écurie avec des bases très saines, ça travaille très bien. Et il manque des tout petits trucs pour que la voiture soit vraiment au niveau de se battre pour la win. Mais pour le moment, ça prend de gros points. Donc, franchement, là, c'est une très bonne période pour être fan de Ferrari. Alors, je comprends que les fans de Ferrari aimeraient bien avoir des victoires. C'est compréhensible. Mais ils sont 2e au classement des constructeurs. Ils sont que à 50 points de Red Bull, mais ils ont 60 points d'avance sur McLaren Mercedes qui est 3e. Leclerc est 3e des pilotes, Sainz est 4e ex-aequo avec Norris, sachant que je pense que Norris c'était vraiment je pense pas qu'ils se rebattront pour une victoire. Ils feront des gros points, mais là je pense que c'était plus circonstanciel pour citer Lance. mais voilà, je pense qu'on peut être positif chez Ferrari, et le futur semble définitivement brillant. Ok, on va passer au cas Mercedes. On a vu quand même un Hamilton assez performant, je trouve, sur ce week-end, en tout cas en course assez intéressant à voir, mais par contre effectivement une voiture qui, on va dire au niveau du classement, elle est
Elle est à sa position, hein, ils sont en difficulté, ils sont en retrait cette saison, alors que ça devait être un peu la saison un peu du renouveau, jusqu'à ce qu'on apprenne aussi quand même que Hamilton croyait plus tellement que ça au projet, puisqu'il avait signé à la Scuderia pour 2025. Qu'est-ce qu'on retient de ce week-end Mercedes? Quelques fulgurances de Hamilton, qui s'est mis peut-être plus en avant que son coéquipier. Mais en dehors de ça, voilà, on a Hamilton qui fait 6e sur ce Grand Prix, avec un Russell qui lui est 8 sur la course. Pour le sprint, on sait qu'il s'était bien battu, notre ami Hamilton, c'est le cas de le dire, mais au final, il prend une pénalité un peu merguez pour une histoire d'excès de vitesse dans les stands en suivant la voiture de sécurité. Mais voilà, notre ami Russell, il fait 12 pour le sprint. En fait, pas grand chose à retenir du côté Mercedes, non, à part quand on est fan d'Hamilton, non, Lance? Complètement. Et d'ailleurs, je n'ai pas été interrogé, mais Takuma m'a enlevé exactement ce que je voulais dire sur Ferrari, que ils opéraient comme Mercedes sur les saisons passées. C'est pas fulgurant, ça met pas des étoiles dans les yeux, mais ça se plaçait. Et à l'arrivée, ça arrivait à être il y avait Piero Gasly dans les tribunes du parc qui se rongeait les ongles, dis donc. Après là-dessus, je rejoins vraiment Takuma. C'est là pour l'instant, Ferrari, ils sont posés sur des rails, ils attendent leur moment. S'il y a une occasion, comme ça s'est passé avec un DNF de Verstappen, et Sainz était là pour prendre la victoire. Et je pense que ça leur arrivera. Je pense que Charles ou Carlos récupéreront des victoires comme ça cette saison. On l'a dit, hein, la Red Bull paraît quand même moins forte. Il y aura de la place pour les autres. Et pourquoi pas aussi Mercedes, même si c'est vraiment compliqué. Tu sens vraiment qu'ils sont en retrait. Le top 5, c'est vraiment... c'est plus un continuum, ça c'est vraiment bien étagé. La Red Bull qui reste en haut. Il peut y avoir discussion Ferrari avec McLaren au vu de la performance de la McLaren ce week-end. Mercedes est en dessous et après on retrouvera une échelle encore inférieure Aston Martin qui ne tient qu'avec un pilote, quoi. Donc en tout cas c'est vrai que quand tu regardes par rapport à la saison passée, au bout de 6 courses, Ferrari a le double de points. Et puis 187 et 90 l'année dernière. Alors, sachant que je crois qu'il y avait eu qu'une seule course sprint à ce moment-là, donc il y a aussi eu des points distribués en plus. Mais tu prends Red Bull qui a 10 points en moins. Alors bien sûr, l'écart... vas-y, deuxième poteau, fait chier sa race. Voilà, on va évidemment couper ça au montage, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Le foot n'excuse pas tout. N'hésitez pas à écouter barbecue foot, bien sûr. Tout à fait. Je suis moins vulgaire, sauf quand Mbappé fait un mauvais match, ce qui était arrivé souvent cette saison. Après, je suis vraiment d'accord sur ce point-là. Et Mercedes, au final, il récupère les miettes laissées par les 6 de devant. Et ils optimisent encore, comme ils faisaient les saisons passées. Sauf qu'au lieu d'optimiser pour la P3, P4, ils optimisent plutôt pour la P7, P8. Donc ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et en comparaison, l'année dernière, ils avaient 119 points. Cette année, 64. Non, mais complètement. Mais je trouve que c'est vraiment excellent ce que tu viens de dire. Je partage tout à fait cette analyse. Et voilà, ils optimisent, mais un cran en dessous que les saisons précédentes. En tout cas, en particulier que la saison précédente. Et franchement, ça se voit. On sent une impuissance de leur côté au niveau des performances. Et on voit que les pilotes, de toute façon, ont des performances assez similaires, même en qualification. Donc voilà, on est vraiment un peu désolé pour eux. On les sent un peu... ils savent plus quoi faire. Est-ce que on verra sur l'avancée de la saison si il se passe des choses chez eux, mais on les sent un peu comme s'ils avaient joué toutes leurs cartes. Ou en tout cas, c'est ce sentiment-là. Ok, est-ce qu'on passe à Aston Martin ou vous n'avez pas envie de parler d'Aston Martin parce qu'on dit toujours les mêmes choses? Il y a Fernando Alonso qui dit que la course au sprint, ça ne sert à rien.
Et puis Alan Stroll qui dit rien, en tout cas qui n'a pas voulu participer à l'interview de Radio Merguez ce soir, et voilà, qui marque pas de points par rapport à son coéquipier. Un avis sur ça? Il fait pourtant une bonne qualif, Stroll. Tout à fait. Il part 11e, mais après on l'a dit sur le sprint, pour une fois il est dans un accrochage et c'est pas lui le fautif. Donc déjà pour le coup il a pas de peau. Et après pour le reste de du match, du match. Excusez-moi, je vis avec deux personnes dans ma tête en ce moment, donc c'est compliqué. Il y a Arnautovic qui essaye de dribbler Lance Stroll et c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que je disais Lance Stroll qui a fait des bonnes performances, en tout cas même par rapport à son coéquipier en qualification. Et c'est ça, donc il est, je crois qu'il part 11e. Fernando qui se rate, je crois qu'il sort même pas de la Q3. Donc il sort pas de la première séance. Non, il fait 15. Il fait 15. Il fait 15. Ouais. Donc il sort quand même. Oui, c'est vrai. Donc ok. Après voilà, ça optimise. Alonso a fait sa course. J'ai plus forcément les arrêts, au niveau de la stratégie des arrêts, j'ai plus forcément en tête ce qui se passe s'il en profite. C'était l'un des rares à avoir fait le pari de partir en hard. Quasiment tout le monde partait en médium pour essayer de pousser un petit peu, mais bon, c'est tour 22, ça doit correspondre à la virtual safety car où il change de pneu et il emmène après ses médiums tout au bout. Donc après voilà, c'est vraiment particulier. Ok. Après il finit. Ouais. Après il finit, il double Ocon pour prendre la deuxième place sur la fin du Grand Prix. Ok. Alors une belle bataille d'ailleurs avec Esteban, mais l'Alpine, Esteban du haut de son tracteur n'a rien pu faire contre l'Aston. Ok, bon on va enchaîner derrière. Peut-être avec Alpine directement, tant qu'à faire. Et ben voilà, ça y est, enfin premier point marqué. On sait qu'il y avait 3 écuries qui n'avaient pas marqué de points, dont Alpine. Une année très 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 difficile. Moi, à chaque fois que je vois les pilotes en interview, vraiment, je salue leur sang-froid et leur flegme, parce qu'on voit quand même qu'à l'intérieur ça bouillonne, même du côté d'Esteban, qui est toujours ultra professionnel. Piero Gasly, ça peut lui arriver de craquer. Mais on a quand même le sentiment qu'il, tu vois, il arrive aux interviews au point mort. Il se livre pas forcément, ils sont pas très honnêtes sur leur ressenti. On sait que beaucoup de pilotes sont en fin de contrat à la fin de cette saison et donc pour eux quand même c'était une saison importante et là pour eux c'est la soupe à la grimace. Mais ça y est, premier point. On a Pierre Gasly qui lui a pas été plutôt, il s'est fait un peu avoir avec la voiture de sécurité, je pense, sur cette course. Ils étaient pas forcément sur la course sprint, pas forcément loin des points, mais c'était pas non plus incroyable. Mais ça y est, premier point marqué par Esteban Ocon. Voilà, que penser? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est anecdotique? Takuma, ou est-ce que voilà il y a un petit peu de petits coins de ciel bleu qui s'ouvrent un petit peu du côté d'Alpine? Non, moi j'ai l'impression qu'ils ont amené des choses qui fonctionnent, parce que déjà en Chine ils font 11 et 13 et là ils font 10 et 12, donc il semblerait qu'Alpine ait trouvé quelque chose pour au moins commencer à se stabiliser pour la lutte pour la 10e place. Alors on va se satisfaire de ça, très clairement. Il faut prendre ce qu'on prend. Là, on a une miette, on prend la miette. Mais au moins, ça a l'air d'avancer vers. Bon, on se sort des tréfonds et au moins, on peut essayer par la stratégie et par la qualité des pilotes de ramener un point, voire 2 s'il se passe quelque chose. Parce que sur les deux premières courses, on se disait, bon, si ça fait 16e, c'est bien. C'est bravo. Là, ça se rapproche de la 10e place. Ça fait 2 Grands Prix de suite, donc ils sont autour. Là, ils vont enfin un point. On verra Imola lors du prochain Grand Prix. Mais
j'ai envie d'être un peu optimiste et d'essayer de garder garder la pêche avec Alpine, même si c'est compliqué, on va pas se mentir. Garder la pêche avec Alpine, quoi. Voilà. À chaque fois, quand j'entends ça, je me pense à François Bayrou. Mais bon, je sais pas si c'est un truc qui permet de te dire qu'on va aller vite, quoi. Bah après, bon, écoute, on essaye de, mais non, par contre, il faut saluer quand même. On parle d'Alpine en négatif, mais il faut quand même saluer les victoires alpines sur ce Grand Prix de Miami en F1 Academy, Happy Pooling qui prend quand même les 2 victoires. Donc 2 victoires alpines, il faut quand même signaler ça. Donc bravo à elle, qui offre une belle opposition entre guillemets à Dorian Pain. Ça va être une belle saison. Mais sinon, content que Ocon qui fait une très très belle course et très 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 belle lutte avec Gasly qui était viril mais d'un correct magnifique. Franchement, on a tous eu peur à mon avis. On a eu peur. On avait bien eu peur. Ouais. Clairement, mais c'était c'est resté comme il fallait. Et même Alonso, alors qu'on sait qu'Alonso et Ocon, à l'époque, c'était pas non plus, ça s'est pas très bien fini. Même Alonso a salué la lutte qu'il a vue avec Ocon et elle avait la félicité pour ça. Donc, bravo Esteban. Je n'ai jamais été le plus grand fan d'Esteban Ocon, mais je dois reconnaître que cette course, il a été excellent. Donc, bravo à lui. Lance, fond d'écran Alpine. Un peu blanc quand même parce qu'il n'y a pas de fond d'écran PSG, mais on voit que ton cœur est PSG. Voilà ton analyse de ce week-end. Est-ce que on a effectivement ces améliorations apportées sur la voiture d'Ocon en Chine qui avait montré un petit peu d'avancée. Là, les 2 pilotes avaient les améliorations. On a vu des bonnes performances, notamment sur les qualifications du Grand Prix. On avait 12 et 13, il me semble, pour Pierre et Esteban. Donc, c'était quand même plus consistant que les qualifs précédentes, en tout cas des Grands Prix précédents. Est-ce qu'il y a quelque chose, il touche... C'est la deuxième fois d'affilée qu'ils font Q2. Il me semble que déjà en Chine, ils s'étaient qualifiés. Donc, tu sens qu'il y a de la progression. Après, tu vas me dire, ils partent de tellement bas qu'il peut y avoir que de la progression. Les améliorations sont là. Pendant très longtemps, on nous parlait du poids excédentaire de la voiture. Là, au moins, ils sont passés en dessous le poids réglementaire, ce qui leur permet de mettre le lest où ils veulent dans la voiture. Donc, ils peuvent faire des réglages beaucoup plus fins. Donc, déjà, rien que ça, tu peux gagner 2-3 dixièmes au tour. Donc, ça te permet au moins de passer devant les autres tracteurs du fond de grille. Parce qu'il y a quand même un tracteur qu'avec Takuma on a bien taclé au niveau de la carotide, c'était les Haas, et il y a un Hülkenberg qui en plus à mon avis là porté par sa signature chez Sauber. Audi tout du moins Sauber, mais donc il deviendra Audi dès la saison prochaine. Le mec il fait quand même du très très bon travail, mais en tout cas on va pas bouder notre plaisir. Fallait un moment ou un autre débloquer le compteur. Tu es 8e, tu es à des années-lumière du top 5, un peu moins loin de Racing Bull surtout As. Ou de Tsunoda qui fait quand même le job. Hülkenberg, parce que je parlerai même pas de As, parce que notre pauvre Magnussen, lui, il sent que ça pue, qu'il sera pas forcément là la saison prochaine, parce que ça parle d'un Bottas qui, par exemple, qui pourrait venir, il me semble, du côté de As. Donc voilà, faut y aller tranquillement, faut continuer à amener les améliorations, les faire tourner. C'est vrai que quand ils sont en interview, aussi bien Pierrot qu'Esteban, ça sent la méthode Coué tout à fait à plein nez. À chaque fois, ils travaillent, ils font des essais, ils essayent d'améliorer. Il y a au moins ce point-là, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est pas waouh exceptionnel, mais au final, ça montre qu'elle était dans la bonne direction. Et pour l'usine et pour Viry, au moins ça vient couronner les améliorations qui sont tombées là, et ça te motive encore plus. C'est-à-dire que si tu finis encore fond de grille, fond de course
malgré les améliorations, tu aurais le moral dans les chaussettes et la reste de la saison serait une longue litanie, quoi. Donc au final, ils sont au moins, tu peux ressortir avec un peu regonflé, quoi. Oui. Bah, surtout que par rapport à une écurie, par exemple, qui a un peu plus la cote et qu'on voyait mieux et qui, à mon sens, passe un peu sous le radar, c'est Williams. Qu'on voyait, je pense, tous un petit peu mieux, sans dire que ça allait taper des trucs, mais on voyait Albon régulièrement, je pense, prendre un point par-ci, 2 points par-là, parce qu'il arrive toujours à tirer le maximum, etc. Et Williams n'y arrive pas cette saison. Alors, voilà, Albon est dans la situation de Fernando Alonso, c'est-à-dire qu'il n'est pas aidé par son coéquipier, parce que je crois que Logan Sargent, je pense Miami, il a vu le mur, à mon avis, il peut aller voir les hôtels, il peut aller commencer à regarder pour une villa là-bas, parce qu'à mon avis, ils l'ont laissé à Miami, ils lui ont dit, écoute, c'est gentil, mais Logan, on va arrêter là, parce qu'il n'a pas le niveau. Après, à voir s'ils vont faire la fausse bonne idée qui est de mettre Kimi Antonelli à sa place. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, mais c'est pas moi qui décide. Et voilà, Alpine, on a été très sévère parce qu'on est français aussi, mais au moins, ils ont progressé, ils ont su tirer le point qu'il fallait quand il fallait avec le jeu des safety cars, des stratégies, etc. Donc au moins, bravo à eux pour ça. Ouais, et puis effectivement, il y a un truc qui est quand même assez rassurant, en tout cas qui doit donner, on va dire, de l'espoir à tous les gens qui travaillent dans la team Alpine, dans les usines, etc. C'est que il y a quand même un lien entre les évolutions qu'ils ont fait sur la voiture et les performances et les résultats, que ce soit en qualif ou les points qu'ils ont scorés, enfin le point qu'ils ont scoré. Donc ça fait toujours plaisir de voir une corrélation entre ce qui est dessiné et ce que on voit dans le classement. Alors, on a fait le tour de nos écuries un peu fétiches ou celles en tout cas aux avant-postes. Est-ce que... Vas-y, Dante. J'ai cru entendre passer que... Et a priori, toutes les écuries étaient d'accord, donc ça va sûrement se faire. C'est que il est tellement compliqué pour les écuries du bas de marquer des points qu'a priori, il pourrait y avoir la P11 et la P12 où tu gagnes des points. Est-ce qu'on évoquait déjà sur le barbecue F1 précédent? Parce que oui, t'as ces 5 écuries qui normalement verrouillent et que voilà, il faut que t'attendes que Stroll se mette dans le mur ou provoque un accident pour peut-être essayer d'aller récupérer le point, ce qui a été le cas d'Hülkenberg, ce qui a été le cas de Tsunoda sur le début de saison. Donc à voir. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un peu un aveu d'échec pour les autres, c'est-à-dire que voilà, c'est pas c'est le fameux 1 que tu donnes aux élèves quand ils te rendent une feuille où il y a rien dessus pour avoir marqué ton nom, donc pour le papier et pour l'encre, quoi. C'est-à-dire voilà, t'es venu participer, t'as ta médaille en chocolat et tu peux repartir à la maison. Donc mais bon, on va pas se plaindre parce que ça permettra peut-être à Alpine de marquer plus de 1 ou 2 points par course, mais voilà, c'est quand même particulier, ouais. Ok, très bien. Alors donc justement, je disais, on a parlé de nos écuries un peu fétiches, celles aux avant-postes et puis celles un peu tricolores. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? On a vu Daniel Ricciardo extrêmement performant sur cette partie sprint du samedi, puisqu'il réussit quand même à se mettre 4e. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à signaler? On a un Yuki Tsunoda qui, justement, malgré un coéquipier très performant en sprint, il perd pas le nord, il est encore lui-même très performant, notamment en course, mais aussi dans d'autres secteurs. On a eu aussi quand même Magnussen qui a fait n'importe quoi, mais je pense que ça, tu l'avais déjà évoqué, Lance. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter sur les autres écuries, Takuma? Je vais remettre un mot sur... pardon, j'ai perdu le nom. Donald Trump. Non, sur Visa Cash App, Magic the Gathering, les Super Nana, Kleenex, bon tant pis, de Racing Bulls. Parce que déjà, de 1, eux, ils ont réussi leur livrée pour Miami, parce que je la trouve vraiment magnifique. C'était vraiment une superbe livrée Miami. Et de 2, Yuki Tsunoda est véritablement en train de me faire fermer ma gueule sur ce début de saison. Parce que Dieu sait que j'ai pu dire des choses très méchantes sur lui, sur le fait qu'il n'avait pas le niveau, etc. Mais sur ce début de saison, vraiment, il est très solide, très très peu d'erreurs, voire pas du tout. Il ramène
pas mal de points du côté de Racing Bulls. Et il est peut-être vraiment en train d'arriver à maturation et de montrer qu'en fait, il a les épaules pour aller plus haut, ce que je pensais, en fait, pas être le cas du tout. Donc bravo pour le moment à Yuki Tsunoda, parce qu'il fait vraiment de très très belles choses. Et peut-être que Red Bull a le remplaçant de Perez sous la main finalement. Oh là là, ça c'est sacré pari du côté de Takuma là, comme quoi effectivement on est capable, on est des gens intelligents chez Barbecue F1, on est capable de changer d'avis. Et c'est vrai que Takuma, ça y est, j'ai pas Yuki Tsunoda nous montre quand même week-end après week-end quand même de belles actions et de beaux dépassements aussi. En plus de tout ça, des mouvements assez propres. Ok, Lance, toi qu'est-ce que tu veux indiquer? Bah, pas forcément grand-chose. Les autres voitures dont on connaît pas le nom, la Kick Sauber, voilà, c'est transparent aussi. Une pièce en plus pour les Williams, vraiment décevant parce que même sur un circuit comme ça où tu peux un peu plus les attendre aussi, où t'as souvent de la pleine charge, à part vraiment il y a un secteur où c'est vraiment extrêmement lent, où elles peuvent avoir du mal. Mais ouais, vraiment déçu sur ce début de saison. Même Albon n'a pas réussi à scorer le moindre point sur ce début de saison, alors que bon, tu vas me dire que l'année dernière ils avaient 1 point au bout de 6 courses. Bon, c'est toujours mieux que 0. Mais d'ailleurs, on dira que Alpine l'année dernière, au bout de 6 courses, ils avaient 35 points. Non, mais c'est important de rappeler ces éléments-là. Il faut mettre un voile pudique dessus. Non, après voilà, c'est sur le bas de la grille. C'est vraiment dommage parce que finalement avec Alpine qui reprend un peu du poil de la bête, les autres, t'as vraiment l'impression que c'est là pour faire le nombre. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Andretti qui était sur la grille. Je sais plus si c'est Marion Lafitte ou les autres. Margot Lafitte. Margot, pardon, qui l'a interrogé, mais voilà, le mec il était alone sur la grille avant le départ, pas forcément entouré. T'as l'impression que le gars il vient faire du lèche vitrine quoi. Donc bon, voilà, c'est peut-être ces écuries qui Sauber, on espère qu'ils viseront assez haut avec l'arrivée d'Audi, mais voilà, c'est sur les As, sur ce genre de choses. Ils sont là en décorum, enfin moins la Haas avec Hülkenberg, mais t'as vraiment l'impression que les écuries sont en décorum, elles sont là pour faire le nombre et finalement quelqu'un qui viendrait avec vraiment des grosses ambitions, bon, même si on sait qu'Alpine avait des grosses ambitions, on voit ce que ça donne, mais au moins voilà, c'est américain, vu que la Formule 1 est propulsée par les Américains, ça m'étonne qu'ils poussent pas plus que ça pour l'avoir. Bon, après, c'est peut-être comme s'il y a Domenicali qui s'en va. Bon, peut-être déjà qu'on n'aura plus qu'un seul Grand Prix en Italie, et pas 2, parce qu'il y a sa maison qui est pas loin d'un des 2 circuits. Ça, au passage, c'est dit. Et d'ailleurs, je crois que c'est le prochain circuit qu'on visite, d'ailleurs. Tout à fait. C'est celui dans 15 jours. S'il n'est pas inondé. Ouais, mais on va y venir. On a. C'est vrai que c'était celui qui avait été reporté l'année dernière, ouais, à cause des inondations. Et des inondations. Donc voilà. Après, là, pour le bas de grille, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Mais c'est vrai que pour faire un résumé de ce Grand Prix, je pense que si tu n'as pas la victoire de Norris, on va dire que c'est un Grand Prix à 2 sur 5. Avec la victoire de Norris, pour beaucoup d'observateurs, il est passé à 4, voire à 5. Oh, oui. 4, c'est bien 4. 5, il ne faut pas décoller non plus. Il y a certains, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ah, parce que c'est Lando. Ok les gars, écoutez, on a fait le tour de ce Grand Prix de Miami. Est-ce que on n'écouterait pas les 5 infos inutiles de la semaine de notre ami Sébastien Vettel? C'est parti. C'est box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Chez Ferrari, voici ce qu'ils se sont dit pour la couleur. Le plus dur, c'est de choisir. Et pour la couleur? Blouge. C'est bien, Blouge.
Volkswagen, das Auto. Pérez est le nouveau champion du monde de Fruit Ninja. Vendredi, Lance Stroll était rapide dans son Aston. Dommage que ça soit dans les stands. Et hop, une amende de $400 pour 3 km/h de trop. Voici les changements qu'il y a eu en 2013. Lewis change d'équipe, Hülkenberg rejoint Sauber, gros changement de règle l'année suivante, dernière saison de la domination Red Bull. Et maintenant, voici comment 2025 se profile. Lewis change d'équipe, Hülkenberg rejoint Sauber, gros changement de règle l'année suivante. Qu'en sera-t-il de la domination Red Bull ? Je prends de l'avance sur la suite de l'émission, mais sachez que niveau prono, j'étais pas si dégueulasse que ça pour ce Grand Prix. J'avais la plus grosse cote et au final, j'avais presque le tiercé. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Et ouais, plutôt les bons pronos du côté de Sébastien Vittel avec un pronostic pour une victoire de Lando Norris ce qui était plutôt extravagant et qui avait suscité les rires, voire les colibés lors de l'annonce. Et puis finalement voilà, il a décroché à Timbal. Il est pas là d'ailleurs parce qu'il est parti en vacances à Saint-Martin le coquin. Takuma, est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter là, en plus de 5 infos de Sébastien? On sait que tu as souvent des confidences à nous faire. Écoute, j'ai été encore une fois bien informé. Ok. On m'a filé des infos, donc. Je lance le jingle, je te fais signe. C'est parti. Salut à toutes et à tous, ici Takuma. C'est parti. Pas me réécouter sur un truc d'avant, hein. J'en ai des fraîches, j'ai des fraîches infos, Mhm. ne vous inquiétez pas. On se retrouve, oui, pour la nouvelle théorie du complot de la semaine. Et vous le savez, Lando Norris a remporté son tout premier Grand Prix ce week-end à Miami. On en a longuement parlé en début d'émission et on a aussi évoqué que c'était grâce à un peu de chance concernant la safety car. Et si je vous disais que tout ceci avait été orchestré par Donald Trump? Nous l'avons vu, le milliardaire américain s'est montré auprès de Zak Brown lors de l'avant-course devant le paddock de McLaren, renforçant encore plus les paroles de Liberty Media sur le fait d'arrêter de faire de la politique en F1, car bien évidemment, Donald Trump n'est absolument pas en campagne pour une réélection. Hein. Bon, c'est une autre histoire, bien sûr. Trump ne s'est pas trompé, car il s'est montré auprès d'une écurie gagnante, et ça c'est important pour son image de marque pour la lutte à la Maison-Blanche, mais surtout, l'intervention de la safety car a empêché Red Bull de l'emporter. Et qui est-ce qui se trouve chez Red Bull? Non, pas Max Verstappen, Sergio Pérez. Et la défaite de Red Bull est une défaite du Mexicain, et on sait que le rouquin au bronzage douteux déteste le Mexique et ses habitants. C'est pour cela qu'il a ordonné le départ de la safety car pour permettre à Norris de s'arrêter et de conserver la tête de la course. Je vous laisse militer là-dessus et nous, on se donne rendez-vous à Imola en espérant que la pluie nous laisse tranquilles. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez jamais que rien n'est jamais le fruit du hasard. Oh, alors franchement, ça met quand même les choses en perspective parce que moi j'avais pas du tout compris ce qu'ils avaient fait avec la voiture de sécurité. On n'avait pas trop parlé exactement de tout ça. On s'est pas appesanti dessus, mais effectivement Trump qui s'affiche avec Lando Norris de manière assez ostensible et paf, première victoire avec une merguez du côté de la voiture de sécurité. C'est vrai que on pourrait croire à une coïncidence. Mais en fait, comme tu le dis bien, on sait bien que les coïncidences, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est clair et net, on a compris. Ok. Vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est la plus-value apportée par Takuma à ces émissions Barbecue F1 est incommensurable. Ok les gars, donc l'histoire ne dit pas s'il a été faire un bisou à Hamilton. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Ça. Et puis pas sûr qu'il ait accepté. Pas sûr, bizarrement. Non. Ok, on passe, donc on l'a dit, prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui avait été annulé l'année dernière pour cause d'inondation. Alors là, moi, personnellement, c'est l'Ascension, je suis en vacances, il pleut, je suis parti dans le sud, il pleut tellement. On se dit, tiens, mais dans le nord, il faisait même plus beau, il faut rentrer, mais là, il pleut, donc on va pas souhaiter autant de pluie pour ce Grand Prix italien que l'année dernière, parce que ça avait été quand même catastrophique. Mais en tout cas, on espère qu'il aura lieu, qu'il se tiendra. Et quels vont être vos pronostics? Lance, toi, qu'est-ce que tu avais annoncé comme pronostic sur le Grand Prix précédent? Tu avais annoncé Verstappen, Pérez, Leclerc.
un petit peu comme pas mal de monde du côté de Barbecue F1. Et puis bon, voilà, au final, ça n'a pas rapporté moult gains de ton côté. Qu'est-ce que tu imagines pour ce prochain Grand Prix? Je pense qu'on va arrêter de faire honneur à Pérez et on va le sortir de l'équation. Je pense qu'on va quand même remettre, surtout s'il fait un petit peu plus froid et qu'il pleut ou quoi que ce soit, on va dire peut-être que la Red Bull sera un peu plus dans sa fenêtre. Donc on va dire Max vainqueur. Et vu que c'est l'Italie, on va faire un petit Leclerc-Sainz. Ça roule. Attendez, mince. Je t'écoute, Takuma. Takuma, toi, Takuma, c'était Verstappen, Leclerc, Norris. Pas si c'était bien aussi. Mais... J'avais le tiercé pas dans l'ordre, c'est tout. Mm-hmm. Ça gagne pas, mais au moins. Bon. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce Grand Prix? Je vais repartir sur Maxou quand même, parce que bon, voilà. Je vais mettre Leclerc en 2, toujours, parce que j'ai envie d'y croire. Et puis Norris en 3. J'ai hésité. Mais ce qui m'emmerde, c'est que je voulais mettre Sainz en 3, mais ça a déjà été pris. Donc, tu peux toujours. Je vais mettre Perez en 3, allez, à contre-cœur pour éviter de mettre la même chose. Ok, très bien. Alors moi, je vais tenter le Verstappen, Leclerc, Norris. Quoique non, Norris, les McLaren, non, je vais faire Sainz, Leclerc. Voilà, Sainz, Leclerc, et Dieu sait que j'aime. Je porte pas Sainz particulièrement dans mon cœur, mais je trouve que Leclerc, il a encore des marches à gravir pour être à l'acmé de ses capacités sur cette saison. Voilà. Ok les gars, un petit mot à ajouter de votre côté sur la F1, les sports auto, la vie en général, je sais pas, des choses comme ça à dire, ou c'est bon, ça y est, il y a le grand viaduc qui arrive et on va pouvoir profiter de la vie. Sans Ligue des Champions. Je pense excusez-moi, pardon. Ce bon Violence va aller enlever tous les poteaux qu'il va trouver autour de chez lui. Il va en faire des cauchemars, le pauvre. Et on en est à 6 en cumulé sur les 2 matchs. C'est terrible. Ouais. Dont le dernier, la frappe de Vitinha, prise extérieure, un bijou qui finit pleine barre alors que Coble est battu. Ouais. De toute façon, on l'a vu, Warren Zaïre-Emery qui trouve le poteau, 2 minutes après, il y a un contre de Dortmund, ça finit en corner, et Hummels, qui est l'un des 2 défenseurs centraux de cette compétition. Je pense qu'il sera dans le 11 de la Champions League, qui met sa tête au 2e poteau. Ok. Donc, bon. Ça sera pour une prochaine fois. On va être déçus, mais on fera le débrief de ce match en même temps que celui du Real Bayern. Tu l'annonces demain soir. On vous donne rendez-vous demain soir. Donc mercredi soir, ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast, vers 22h45, 23h pour débriefer tout ça. Mais on va dire que si on a la tête sur les épaules, ça reste quand même une belle saison avec une demi où la plupart des supporters parisiens, je pense, auraient signé, surtout en démarrant le 6e match de groupe où on n'était pas forcément qualifié. C'est juste. Donc, voilà. Takuma, quelque chose à ajouter? C'est bon. Non, écoutez, n'hésitez pas à écouter les autres barbecues sportifs qui peuvent exister dans la famille barbecue. Radio Merguez & Co. Il y a plein de choses pour votre contenance. Il y a du basket, du foot, de la Formule 1, du cyclisme. Donc n'hésitez pas à écouter, n'hésitez pas à rejoindre la famille aussi parce qu'on se marre bien quand même. C'est plutôt intéressant. C'est clair. Il y a le rugby aussi, mais c'est un peu délaissé ces derniers temps malgré une victoire exceptionnelle du Stade Toulousain ce week-end et une qualification pour le coup à la différence du PSG en finale de Coupe d'Europe de rugby. Ouais, mais ils en ont déjà trop, Toulouse. Ils en ont gagné combien? 6 déjà. Jamais rassasié. Tu verras peut-être demain on verra peut-être ça encore une fois demain avec le Real Madrid en foot. Ou avec Max Verstappen de nouveau, prochain Grand Prix de F1.
Vous la sentez là de la finale? Moi, je sens la finale de Dortmund-Bayern. Ce serait terrible. Dortmund-Bayern. Je pense que l'UEFA est sous les veines. Ouais, écoute, ce serait effectivement quelque chose d'assez inattendu. Déjà par le fait que Dortmund, ils sont pas taillés comme les autres compétiteurs comme City, PSG, les autres historiques. Et puis Bayern a une année assez compliquée. Et puis au final, déjà demi, c'est surprenant. Moi, je voulais ajouter juste un mot sur un sujet dont j'avais déjà parlé il y a peut-être il y a un an ou deux, sur un restaurant à Albi qui s'appelle le Grain de Sel, qui est un restaurant inclusif, qui notamment en cuisine et au service, on a des personnes qui ont des handicaps, notamment la trisomie. Et alors juste, je veux pas faire la pub en particulier pour ce youtubeur, mais au contraire même, mais en tout cas, il fait un reportage sur ce restaurant, Thibaut Inchep. Dans une dernière vidéo, il fait un reportage sur ça qui, pour le coup, marche assez bien, même si je le porte pas particulièrement dans mon cœur. En tout cas, c'est super intéressant et je vous suggère, sans faire des dons financiers à ce monsieur, d'aller voir ce reportage. C'est plutôt cool. En tout cas, c'est un beau projet et ça mérite d'en parler. En tout cas, les gars, salut les gars, ciao et à la prochaine. Ciao.